Toujours en direct du Palais de la Méditerranée à Nice pour le Transition Forum. Alors après avoir parlé de désinnovation, on va continuer à parler d'innovation, mais dans les circuits courts et la bio, puisqu'on dit la bio maintenant. Donc les défis de la transition alimentaire verte. Avec nous pour en parler, on a un éleveur. Bonjour. Bonjour. Étienne Dumont de Saint-Priest. Oui. Bonjour. Ça. À côté de vous, Nathalie Hervoën. Bonjour. Les potageurs, une start-up dans l'agritech, on peut dire ça comme ça, à peu près. Et Stéphane Linou, donc vous êtes ancien conseiller général de l'Aude et vous êtes consultant et formateur en résilience alimentaire et sécurité. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Et avec nous, en distanciel, pour reprendre un terme dont on a beaucoup entendu, le président du Synabio, Didier Péréol. Bonjour. On ne vous entend pas. Bon, non. Vous m'entendez Voilà, pas, vous me voyez parfait. Très bien. Merci. C'est bon là? C'est bon. Merci à tous les quatre. Transition alimentaire, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais on en a beaucoup parlé, on va dire malheureusement parce qu'il y a eu une pandémie et que la souveraineté alimentaire est arrivée en même temps que la souveraineté industrielle. Est-ce que la bio, c'est une solution à la transition alimentaire? Est-ce que c'est la seule solution? Stéphane Linou. Ben bonjour et merci pour cette invitation. Alors, bio, que ça soit bio ou pas bio, à mon avis, on devrait d'abord se poser la question, et le mot, je ne l'ai pas encore entendu aujourd'hui, hein, c'était très intéressant, c'est le mot sécurité. L'alimentation et la sécurité, c'est tout simplement le plus vieux sujet du monde. Et ça fait 60 ans, depuis que nous sommes en totale ébriété énergétique, que nous l'avons oublié. Et on a commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseur-cueilleur. Ensuite, on l'a fait pousser autour de nous lorsque le climat s'est stabilisé, moins de 12 000, donc c'est là qu'on a inventé l'agriculture au néolithique. Ensuite, pour la sécuriser, on s'est regroupé en communauté, c'est là qu'on a inventé les villages, c'est là qu'on a transformé l'espace en territoire, c'est là qu'on a inventé l'aménagement de l'espace et c'est là aussi qu'on a inventé la politique. Donc, après avoir couru après cette nourriture, après l'avoir faite pousser autour de nous, et après l'avoir sécurisée en groupe, maintenant c'est elle qui vient à nous, sans que l'on se questionne sur le comment et sur le jusqu'à quand. Et si l'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls au Moyen-Âge, cette légitimité politique était basée sur 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait ériger et entretenir les remparts, se protéger. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, parce qu'avant qu'on invente les États-nations, l'ordre public, il était grandement géré au niveau local. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande, la police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Et maintenant, depuis que nous avons pioché et exploité une énergie à partir de laquelle notre espèce sapiens ne s'est jamais développée, en fait, on a dans la joie et dans la bonne humeur transformé nos territoires en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où, contrairement où des personnes rentrent en EHPAD, c'est jamais de gaieté de cœur parce que ça arrive après une maladie, la vieillesse ou autre, là c'est dans la joie et dans la bonne humeur qu'on a désautonomisé nos territoires, et avec ces énergies faciles, les énergies fossiles, on a fait venir de loin ce qu'on a décidé d'arrêter de produire, et on s'est concentré sur les productions sur lesquelles on s'est senti les meilleurs. Donc c'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, basée sur les énergies faciles, qui ont fait que, à base de flux entrant et sortant, on a vulnérabilisé nos territoires, donc on les a rendus compétitifs, mais en même temps très fragiles. Et actuellement, on voit bien que les flux connaissent des vulnérabilités. Et en 2008, lorsque j'avais lancé le mouvement locavore en France, j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de moi pendant un an. Et c'était pour faire avec ce que j'avais. Et très concrètement, l'ordre public et l'alimentation
sont étroitement liées et en cas de rupture d'approvisionnement alimentaire, l'ordre public est menacé parce que personne n'est préparé à cela. Pour ça, j'ai fait une enquête encadrée par des militaires, policiers, aux fonctionnaires de défense et de sécurité, syndicats agricoles, et en fait, c'est un impensé partout dans les territoires. Donc, que cela soit bio ou pas, c'est même pas la question. C'est est-ce qu'on a assez de nourriture, donc le capital naturel eau et terre, plus les facteurs de production, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de valoriser ces capitaux naturels, est-ce qu'on les a en l'état? Est-ce qu'on est souverain sur tout cela pour justement garantir l'ordre public? Mais finalement, c'est les circuits courts, alors, la solution. Oui, entre autres. Mais je suis pour une hybridation des modèles et des échelles. Mais là, actuellement, là, Nice, par exemple, a une autonomie alimentaire de 2,1%. C'est-à-dire que 97,9% de la nourriture consommée à Nice vient à travers les perfusions alimentaires. Donc, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait, comme je l'avais imaginé en 2008, une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement? Et maintenant, nous sommes également vulnérables pour d'autres choses, les cyberattaques. Tout est interconnecté et cela, ça serait très bien que l'on s'y penche, donc bio ou pas bio, mais en fait, c'est reprendre la main sur ce plus vieux sujet du monde, et notamment en local, à travers les plans communaux de sauvegarde, et inscrire le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde. C'est pas interdit et ça a été reconnu par le gouvernement au Sénat. Nathalie Erwan, ce discours de souveraineté alimentaire, de manque en fait et de perfusion, quand on développe une société qui vise justement à recréer des potagers en ville, ça évoque quoi? C'est une réponse à C'est une une réponse problématique tout à fait partielle parce que l'agriculture urbaine, il y a un peu ce mythe de la ville nourricière et de la ville productive, mais dans les faits, c'est pas tout à fait envisageable. Il y a un vrai problème de connaissance des urbains, des surfaces nécessaires pour pouvoir produire les volumes suffisants pour nourrir une population comme la ville de Nice. On aura beau mettre en culture l'ensemble des toitures plates de la métropole de Nice-Côte d'Azur, on ne nourrira pas l'ensemble des habitants. L'intérêt principal de l'agriculture urbaine, c'est ses attraits et ses atouts en termes d'amélioration de la vie citadine, que ce soit la gestion des eaux pluviales, la production d'oxygène, bien évidemment, et tous les autres, la lutte contre les îlots de chaleur, le rafraîchissement des bâtiments. Et il y a aussi les risques sanitaires de la production urbaine qu'on oublie bien souvent. À côté de vous, on a un éleveur. Oui, alors on va dire un vrai éleveur, mais Oui, vous venez du J'ai plateau honte de Mille Vaches. le plateau de Mille Vaches, qui est encore un plateau mythique pour l'élevage des ovins. Et justement, j'ai amené du plateau de Mille Vaches deux choses qui me paraissent essentielles, puisqu'on parle d'essentiel, de choses essentielles dans ce forum, et c'est très bien. Ça, vous voyez, c'est du triticale pois. Donc, c'est un hybride le triticale hybride de blé et de seigle, qui existe depuis longtemps. Et on a mis des petits pois dedans. Et ça, c'est une culture biologique qui est assez facile à faire et qui nourrit nos bêtes. D'accord? Ça nourrit nos bêtes. Il ne faut quand même pas oublier ça. Et ça peut, vous pouvez le goûter, d'ailleurs, c'est très tout à fait conscient. Par contre, ça, vous n'allez pas le goûter parce que c'est du compost de fumier de mouton. Et ma venue ici, c'est simplement pour vous dire qu'il y aura toujours, et ce que disait monsieur est tout à fait clair, il y aura toujours, depuis toujours ça existait, et ça va continuer, un équilibre entre l'animal et le végétal. Et ce végétal qu'il faut absolument protéger, pour nous, c'est de l'herbe. Alors nous sommes en bio, et je suis de votre avis aussi, monsieur. C'est pas un problème de bio ou pas bio, parce que le bio, il représente, vous savez, la viande officielle, sous signe officiel de qualité en France, ça représente à peine 7% de ce que vous consommez. Voilà. Et ce que vous consommez, par exemple pour l'agneau, dont je connais, vous en avez 60%, c'est de l'importation. Entre autres, ce célèbre agneau de Nouvelle-Zélande, qui est absolument immangeable. Voilà, je le dis, et il a fait quand même 18 000 km, et on est capable de le conserver jusqu'à 10 semaines de DLC, de date limite de consommation. Personne ne se pose des questions pour savoir comment cette viande est conservée. On ne se pose pas vraiment de question de savoir comment c'est
ils sont élevés. Et nous, quand on va là-bas, moi j'ai pas été parce que ça m'intéresse pas, mais j'ai des copains qui y ont été, on leur montre tout, sauf effectivement les 2 derniers mois d'engraissement qui sont des superbes mois d'engraissement industriel avec tout ce qu'on peut imaginer, les activateurs de croissance, des antibiotiques, tout ce qu'il faut. Et nous, on y va, on continue à consommer, c'est 60% de ça. Alors, moi aussi, donc je viens défendre cette idée de la terre, tout simplement, de la terre nourricière, et vous parliez de l'eau. Il faut savoir aussi que l'herbe, la bonne herbe, va retenir l'eau, tout simplement. Il y a voilà, le phénomène écologique de l'eau est vraiment primordial. Alors on parle des sécheresses, des coups de chaleur et tout. Donc la deuxième chose aussi concernant l'herbe, c'est que c'est quand même un puits de carbone. On n'arrête pas depuis ce matin de parler de carbone. Je peux vous dire que effectivement, c'est un puits de carbone. Alors c'est pour ça que de temps en temps, je m'énerve un petit peu contre les méthaniseurs, vous en doutez. Je sais qu'il y a des pro-méthaniseurs. On a dit qu'on disait tout ici. Donc, comment ? On a dit qu'on disait tout. On dit tout, mais ne venez pas nous bouffer notre herbe. Moi, mon méthaniseur, que j'aime par-dessus tout, et qui, je crois, peut sauver notre région, peut-être pas la planète, mais c'est quand même mes brebis. Et je ferai tout, ça fait 40 ans que je fais ce métier de berger, j'ai pas de grande barbe, tout, vous voyez, on arrive à se raser quand même de temps en temps. Mais c'est un métier que je veux défendre, et c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'il faut encore des gens... On va revenir justement sur ce côté-là. Je voudrais juste entendre le président du Synabio, Didier Péréol. Ce que vous entendez depuis le début de cette table ronde. Oui, mais bien sûr, j'ai écouté même les débats précédents. Là, je sais pas, on s'est un peu écarté peut-être du sujet parce que la transition alimentaire aujourd'hui, c'est une préoccupation importante parce que la santé de nos concitoyens passe par une alimentation équilibrée et surtout par une production agricole qui est respectueuse de l'environnement. On a parlé beaucoup de réchauffement climatique, etc. Et l'agriculture biologique, c'est interdit, engrais chimiques, pesticides et tout aliment et toute intégration de synthèse. Ça, je pense, je suis pas besoin de le reformuler. Et notre syndicat rassemble que des entrepreneurs et des entreprises qui transforment des produits biologiques. Je pense qu'il est important de souligner que cette réflexion sur le développement de l'agriculture biologique sur nos territoires et dans le monde d'ailleurs, puisque le chiffre d'affaires a doublé en 5 ans, puisque les surfaces agricoles sont en train de se développer et qu'il y a un plan d'ambition européen qui nous avoisinerait autour des 25%. Donc il y a un plan global dans notre écosystème d'alimentation qui amène un équilibre nutritionnel qui est important parce qu'on parle de circuits courts, on parle de la transformation, c'est-à-dire que 90% de notre alimentation est transformée et qu'on a besoin d'un ensemble de circuits, des circuits agricoles, des producteurs qui vont faire des légumes notamment et qui vont vendre sur des marchés en proximité. Et on a un besoin de retour à la terre, on a besoin de retour à la naturalité et ça fait partie d'un écosystème global. Pour moi, je suis venu aujourd'hui pour témoigner de mon expérience d'entrepreneur dans le circuit. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier, qu'on a développé des filières de riz de Camargue, qui est proche quand même de Nice, du petit épeau d'eau de Provence, des productions à rotation où on met en exergue des produits céréaliers, des graines et des céréales et qui sont produites sur nos territoires. Et comme l'a dit notre éleveur de moutons, il faut également de l'élevage pour qu'on ait des composts et des fumures dans les rotations de culture. En fait, c'est un ensemble d'un écosystème qui est à privilégier et si on veut garder des agriculteurs qui vivent correctement de leur fruit de leur travail, l'agriculture est un penchant important pour soulever notre agriculture qui est en faillite. Je suis désolé, l'agriculture conventionnelle qui a fait cette démonstration pendant de nombreuses années, je suis fils d'agriculteur, malheureusement, on a un échec qui est là et qu'on doit trouver des solutions pour remettre en place une agriculture, des rotations de culture et entretenir les paysages. Parce qu'on parlait de tourisme tout à l'heure, mais sans agriculture, notre France, elle va perdre une grande partie de ses touristes. Elle contribue à l'écosystème général, global, et même la biodiversité, puisque l'agriculture biologique permet de sauvegarder un nombre d'oiseaux, un nombre de qui ne sont pas détruits par les pesticides. Donc il y a tout un écosystème, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous montrer que en fait l'agriculture biologique est un écosystème global, beaucoup plus large qu'on le restreindre dans les valeurs d'environnement, de production agricole, de transformation et de consommation alimentaire, avec une biodiversité alimentaire.
Monsieur Périol, vous venez de dire quelque chose de très important et je sais que ça tient beaucoup à cœur de notre berger, c'est que vous venez de dire qu'il faut que les agriculteurs puissent vivre correctement, parce que c'est bien beau de vouloir une agriculture, mais encore faut-il que ce soit rentable, et ce sont des sujets qui viennent souvent sur la table quand il y a des renégociations, notamment quand il s'agit du lait, par exemple. Surtout en ce moment. Oui. Surtout en ce moment. Mais effectivement, mais est-ce que ça part pas de ça aussi? Parce qu'on parle, voilà, on dit il faut remettre les potagers en vide, tout un chacun voudrait avoir son propre potager pour cultiver sa tomate cerise ou ses carottes, mais les agriculteurs, on fait comment pour qu'ils puissent vivre correctement et que l'agriculture persiste véritablement et avec de la rentabilité? Désolé de le dire comme ça, mais est-ce que le problème, on commence pas par ça d'abord? Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas avoir des transformateurs. Je dis toujours un Pokémon sans agriculteur, il n'y a pas de transformation. Et il faut que la chaîne de valeur entre le producteur, le transformateur et le consommateur, le sensibiliser là-dessus aussi. C'est que le budget aujourd'hui d'un ménage, c'est l'ordre de 14 à 15% à peu près par un budget global. Et que l'alimentation, on dit toujours elle est trop chère en bio, mais c'est là où on veut mettre le curseur. Est-ce qu'on veut avoir une alimentation équilibrée, saine et naturelle, qui préserve en même temps l'environnement et l'eau, les nappes phréatiques, parce que l'eau est un élément qui va être de plus en plus rare et de plus en plus compliqué, et que tous les coûts externes qui ne sont pas encore aujourd'hui pris en valeur ni pris en compte économiquement portent un préjudice à ces méthodes de production saine et par rapport à l'environnement. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la biodiversité parce que notre organisation est en train de travailler sur ce sujet-là qui est crucial et important et qui lie en même temps au réchauffement climatique. Hein. Tout est lié dans notre écosystème et notre façon de penser de notre alimentation et de notre agriculture. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la répartition de la valeur, elle ne va pas toujours au monde agricole. Donc il faut contractualiser, c'est ce qu'on fait en engageant nos entreprises, à signer des contrats et dans un commerce qu'on appelle plus équitable, même sur nos territoires, et qu'on est transparent sur la valeur ajoutée et que le consommateur est capable de comprendre si on l'explique correctement. Donc il faut faire beaucoup de pédagogie, d'où l'intérêt de votre forum, parce que c'est le moment où on peut poser des vrais sujets, des sujets de fond de notre société, et ça en fait partie. Notre écosystème, l'alimentation, je dis toujours le deuxième cerveau, hein, c'est notre estomac. Ce qu'on y met dedans est capital et important pour nos générations futures, parce qu'on ne peut pas fabriquer des générations d'obèses ou de maladies cardiovasculaires et autres. On voit bien qu'on a une certaine dégénérescence dans notre civilisation occidentale parce qu'on a une mauvaise alimentation. Donc, il y a un équilibre nutritionnel, un équilibre alimentaire, savoir consommer un peu de tout et produit et fabriqué sur nos territoires. La France est très riche dans cette diversité de production possible, mais il ne faut pas la perdre et puis il ne faut pas la galvauder. Absolument. Avec des produits de qualité. Sur ce sujet, je voudrais entendre Nathalie Avoine et puis après monsieur Dumont-Saint-Priest. Nathalie? Il y a deux choses qui me font réagir dans les propos de monsieur. C'est effectivement la part de l'alimentaire dans le budget. Personne ne trouve ça choquant de, je sais pas, avoir 250 € de budget moyen de télécommunication dans une famille, entre l'accès à la fibre, les forfaits de toute la famille, Netflix, Deezer et autres. Tout le monde trouve ça tout à fait normal, se pose pas la question, mais par contre va regarder le prix des légumes. Donc je trouve qu'il y a vraiment un vrai sujet individuellement à se poser. Et c'est aussi, vous en parlerez mieux que moi, mais sur les revenus des agriculteurs. Moi, je suis dans le milieu de la tech, j'ai travaillé pendant 25 ans dans la tech et dans l'innovation. Et on parle beaucoup d'agritech, toutes ces innovations-là, et on trouve ça génial, toutes ces fermes comme à Singapour, ultra technologiques, qui lèvent des millions d'euros pour produire des salades dans des roulements, des tours sublimes, c'est très beau. Mais ça coûte des millions d'euros. Et si on faisait le vrai ratio coût d'investissement, prix de la salade, je pense que la salade, ça serait plus 30 $ que 1,50 € pour une salade Batavia en bio. Donc je pense qu'il y a un vrai aussi, et les agriculteurs français qui crèvent de faim ou qui sont à peine payés, et tout le monde trouve ça génial. Donc je pense qu'il y a quand même un alignement ou à revoir un petit peu les choses. Les agriculteurs, finalement. Oui, on s'extasie devant les fermes urbaines géniales où on fait des super trucs avec de la haute technologie et qui lèvent des millions d'euros, et on n'est pas foutu d'être capable de payer une salade 3 €. Enfin. Effectivement. Très concrètement, le revenu moyen des éleveurs, en tout cas dans ma région en Limousin, c'est moins de 450 € par mois. Et on travaille quand même toute l'année, 24 heures sur 24. Et les retraites, c'est 728 € par mois.
j'allais dire par jour, ce qui arrangerait les choses, 728, ça va peut-être s'arranger, mais on y arrive. Mais simplement, vous voyez, la pluriactivité dans les méthodes d'agriculture comme nous, on les conçoit, c'est-à-dire des méthodes d'élevage extensif, on a pu s'en sortir parce qu'on a fait des gîtes ruraux, on a... Vous avez ajouté des activités à votre activité principale. Notre ferme est ce qui s'appelle la Maison du Berger, je fais un petit peu de pub, mais on est très fiers, c'est la résidence officielle du Conservatoire de Paris. Alors ça ne nous rapporte pas grand-chose, mais c'est quand même... Vous voyez, ce matin, vous avez eu des intervenantes femmes qui ont parlé très très bien du sens réel de cet engagement dans l'agriculture et dans cette transition écologique. Il ne faut pas voir que l'aspect financier, et c'est évident que nous, ce qui nous plaît, notre vie, la priorité, en tout cas ma femme et nos 4 enfants, c'est d'être dans un environnement, dans un bel environnement. Et nos bêtes nous le rendent vraiment. Nos bêtes compensent largement la médiocrité de nos revenus. Et je vous assure, c'est idiot, mais j'ai eu le temps hier, et je termine par ça, d'aller voir ce musée Chagall, que j'aime beaucoup Chagall, vous voyez, bizarre. Et puis, en sortant, je vois 4 vitraux que Chagall avait fait pour le projet de la création. Et alors, c'est marrant, il y avait donc le blé, la vigne, les poissons et les moutons. Voilà. Alors ça m'a rassuré. Je me suis dit, si Chagall a compris ça, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont le comprendre aussi. Et voilà, on se bat tous, les quelques derniers bergers, parce que je vais vous dire, ça coûtera très cher de payer la réintroduction des bergers dans les montagnes et dans des zones défavorisées comme les nôtres, où on ne peut pas faire autre chose que de l'élevage. On peut pas. Ça coûtera très cher, beaucoup plus cher encore que les loups. Et je vous assure, l'année dernière, il y a encore 12 000 brebis qui ont été bouffées par les loups. Et on parle quand même d'écologie, là. C'est-à-dire que le maintien, on vous dit, c'est un équilibre qu'il faut trouver dans la nature. Ben là, nous ne comprenons plus rien. Et ça démobilise beaucoup les jeunes agriculteurs. On ne comprend pas. On se dit, mais attends, s'il y a des gens qui font ça, il y a sûrement une raison. Et nous, on fait ça parce qu'on aime l'élevage, parce qu'on est fils d'éleveur et tout ça. Mais finalement, pourquoi on fait ça? Alors moi je leur dis, les gars, faites ça parce que c'est le plus beau métier du monde, c'est le plus vieux métier du monde, et que nourrir les hommes, c'est pas rien. Et que c'est beau, effectivement le matin quand je me lève, évidemment on est complètement paumé, mais c'est toujours beau, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est toujours beau. Donc c'est ce que je voulais dire, et il faut protéger les derniers éleveurs français. Et ce que disait monsieur, tout à fait exact, il faut faire attention. Et l'autonomie alimentaire française, qui est quand même, la France est encore le premier producteur agricole en Europe, c'est en train ça peut très très vite basculer. Et on peut faire très vite, comme le dit madame, n'importe quoi. On va faire pareil avec les animaux. Attention, il y a vraiment péril en la demeure. Et c'est dommage. Stéphane Linou, ce que vous avez entendu justement sur... il faut garder des agriculteurs pour avoir une agriculture qui soit sécure et en proximité et en souveraineté. Mais carrément, c'est au-delà de l'aspect humain, c'est une question de sécurité collective. On fait tous le même constat, mais finalement, il n'y a pas de solution. Oui, non, les solutions, on les connaît. Il suffit de les promouvoir davantage et de les généraliser. Alors, par exemple, on parlait justement, monsieur parlait du partage de la valeur, c'est essentiel. Et en fait, acheter à bon prix un produit à des agriculteurs, c'est être coproducteur de sécurité collective. Entretenir à travers des achats fléchés nos infrastructures nourricières, c'est une question de sécurité collective. Lorsque l'on achète un produit qui vient de loin, on fabrique de l'insécurité localement, parce qu'on détricote des infrastructures commerciales, artisanales, de nourricières ou autres autour de soi. C'est tout simplement aussi une question de flux et de fléchage de la consommation. Donc le commerce équitable territorialisé à travers les circuits courts de proximité, c'est de la sécurité.
Et lorsque l'on aura bien compris cela, on pourra, à travers les projets alimentaires territoriaux, les plans climat, air, énergie, territoire et les plans communaux de sauvegarde, bien articulés, aller dans ce sens-là. Et c'est de l'écologie qui met tout le monde d'accord, hein, à travers le prisme des risques. Et ici, à Nice, comme toutes les zones côtières, vous êtes également concernés par d'autres risques. Mais en fait, avec le prisme de la sécurité préventive, on peut partager la valeur, sanctuariser le capital naturel et en bon état, les savoirs, tous les facteurs de production, articuler tout ça pour une question de sécurité collective. Et le consommateur bien formé, bien accompagné, il est d'accord, hein, il sera d'accord. Et notamment à travers la cuisine, parce qu'on parlait tout à l'heure, le docteur Chemla parlait, il faut du plaisir pour tout être humain. D'ailleurs, c'est notre striatum qui nous envoie des décharges de dopamine dès qu'on a plus de nourriture, plus de sexe, plus de pouvoir, plus d'informations, et le tout avec le moindre effort, avec une économie d'énergie. Chaque fois, on a la décharge de dopamine. Et bien, en fait, il va falloir déporter ces décharges de dopamine vers le bien-être et également le plaisir. Et la cuisine également en fait partie, parce que lorsqu'on reprend le manche, la casserole, on influe sur la santé de notre corps, parce qu'on choisit nos produits bruts et locaux. C'est la santé de notre porte-monnaie parce qu'on fait des économies, mais également la santé du territoire parce que la richesse reste fixée sur le territoire et entretient et maintient en vie des infrastructures nourricières. Donc c'est du bon sens qu'il suffit de dépoussiérer et de mettre en œuvre, également au niveau local. Et les collectivités locales ont tous ces plans-là, il suffit de les mettre en musique et à travers le prisme de la sécurité. Une question qu'a soulevée Nathalie Irvine tout à l'heure, c'est justement, ça paraît paradoxal, hein, mais de s'alimenter en circuit court, ça coûterait plus cher. Comment est-ce que... Je ne pense pas, je vais vous dire, il y a un chiffre qui va vous parler. Il y a deux chiffres. Il y a le chiffre de la consommation de viande des Américains. 160 kilos par an et par habitant. C'est pas mal, non ? Donc ça, on peut jouer. Mais en France, on est à 60 kilos. Et je pense alors que je suis éleveur, je peux vous dire qu'on pourra très bien vivre avec 40 kilos de très bonne viande. Voilà. Et les 20 kilos que vous allez économiser, vous allez les mettre dans de la qualité et une viande sans OGM. On n'a pas parlé des OGM, mais c'est quand même si on ne connaît pas bien ce principe, mais ça, il faut en parler quand même dans votre forum. Il faut parler aussi de la génétique. On a perdu énormément de génétique. Monsieur disait qu'il y avait il fallait faire gaffe, quoi. Hein. Sécurité alimentaire, sécurité génétique. On avait 160, je crois, 170 races bovines, ovines en France il y a encore une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, si on en a 80, c'est bien le maximum. Et grâce à certains éleveurs passionnés qui ont gardé de la génétique. La génétique, c'est quelque chose on vous parle de la fin de telles bestioles dans le monde. Et il faut absolument faire de la conservation génétique partout. Mais pour les éleveurs, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose qui va... Enfin, c'est un point de non-retour, hein, je vous le dis franchement. On va faire des grosses bestioles et qui ne vont pas avoir de résistance pour plein de maladies. Donc, je vais faire un cours de génétique ovine. Et encore, je ne suis pas sûr que j'en sois capable. Mais il y a vraiment de quoi se réfléchir. Votre question était ? C'est coûté plus cher d'acheter proche de chez soi. Écoutez, non, justement, je pense que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Et surtout, il y a d'autres façons de manger. Hier soir, j'ai mangé dans un petit restaurant libanais. J'aime beaucoup la cuisine libanaise. Et ces gens-là ont associé, par exemple, la pâtisserie avec la viande. Je vous assure qu'une fois que vous aviez fini le plat, et je n'avais pas mangé 500 grammes de viande. Donc, et pour la viande d'agneau, qui est absolument extraordinaire, j'ai amené d'ailleurs des recettes pour tout le monde, de boulettes d'agneau et qui correspondent exactement, parce qu'on a travaillé là-dessus avec des généticiens et surtout des gens des nutritionnistes, qui sont absolument parfaits. Il faut savoir qu'aujourd'hui aussi, pour la viande, dans les EHPAD, vous parlez des EHPAD tout à l'heure, il y a à peu près 50% de la viande qui est proposée dans les EHPAD qui est jetée à la poubelle.
Donc vous voyez l'économie, vous avez une marge quand même importante. Quand vous faites une petite boulette de viande hachée, d'abord vous n'avez pas le problème de la mâche, on est d'accord, mais vous allez d'abord donner du plaisir à la personne parce que vous allez lui dire est-ce que ça t'intéresse d'avoir une boulette avec des cèpes, on en a beaucoup en ce moment, avec de la châtaigne, avec des truffes, avec des pignons de pin si on est dans le sud. Ben, il y a un autre plaisir, il y a une autre intelligence et cette intelligence que le consommateur va avoir, on va lui proposer d'être intelligent. L'enfant, les enfants dans les écoles, on a fait ces mêmes essais, ça marche. Il y a 0 déchet. Donc la question que vous me posez, on va pouvoir aller vers quelque chose de bien plus qualitatif que ce qu'on a aujourd'hui. Simplement, effectivement, c'est une volonté. Et là, encore une fois, monsieur a raison. En fait, j'aurais pas dû venir parce que ce que vous dites, c'est parfait. Vous avez raison en disant, c'est pas une histoire de bio, pas bio. Alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que monsieur aussi a raison. Il a raison de défendre le bio. Il va nous redire. Le bio représente très très peu de choses actuellement en France, et il faut absolument développer. Et la viande bio, il y a un travail énorme à faire. Vous savez, vous avez parlé de 7%, je crois, ou 10% des terres qui sont en bio en France. On est loin de l'objectif, bien sûr, de 25% des terres bio. Et malheureusement, je crois qu'on va avoir du mal à l'atteindre, ce résultat. Oui, je voulais juste faire ces qualités et quantités. On mange énormément, en fait. On continue à manger comme des paysans ou des ouvriers, alors que la majeure partie d'entre nous passe sa journée derrière un écran, assis derrière un bureau. Donc il y a le problème d'obésité. Bon, je ne parle pas pour vous, hein, mais il y a quand même... On parle du problème d'obésité qui se développe partout dans le monde parce qu'il y a la malbouffe, et je pense qu'on mange aussi beaucoup trop et on n'a pas fait évoluer notre façon de nous alimenter, alors que depuis 70-80 ans on travaille, on a une vie qui est complètement différente. Donc il y a la qualité, il y a la diversité, il y a le faire la cuisine soi-même, il y a les volumes, il y a tout un tas de leviers pour manger différemment et produire aussi différemment. Monsieur Péréol, avec tout ce qu'on a dit entre le bio, ça coûte plus cher, ça coûte moins... On vous entend pas. Non, voilà. Vous m'entendez là ? Oui. Alors, je vais reprendre déjà les circuits courts. Normalement, ce qui est très important, circuits courts, c'est qu'il y a la relation avec l'agriculteur. C'est que le consommateur, il est en lien direct, et ça fait partie importante de comprendre aussi le métier de l'agriculteur. Et normalement, un circuit court, vous réduisez le nombre d'intermédiaires et c'est pas plus cher, au contraire, c'est plus intéressant au niveau économique et vous avez des produits plus frais. Les autres sujets qui ont été évoqués, ça balayait un petit peu large à un moment donné sur la consommation alimentaire aujourd'hui. En bio, on a à peu près 6,5% de la consommation, mais ce pourcentage est en train d'augmenter de façon importante. La surface agricole cultivée en bio en France est de l'ordre de 10%. Et il y a des objectifs importants de passer à 20-25%. Mais c'est 20-25% à quel horizon, pardon ? 20-25%. Ouais, ça va être 2030. Ça, c'est la communauté européenne qui a fixé un cap sur lequel l'ensemble des ministres de l'Agriculture se sont mis d'accord dernièrement pour arriver à un développement. Mais un développement, il doit s'accompagner d'accompagnement technique pour l'agriculteur. Parce que passer d'une technique de production aujourd'hui conventionnelle au bio, il faut un petit peu de temps, il faut faire l'accompagnement technique, il faut que les marchés se développent, il faut que la structure du marché telle qu'elle est commercialisée aujourd'hui dans les magasins bio spécialisés, vente directe, ou en grande distribution et les différents circuits qui existent, ou la restauration scolaire. C'est un sujet aussi très important de donner à nos enfants une alimentation de qualité. Et là, il y a un gros travail à faire en termes d'amélioration de qualité. Et j'ai oublié, il y a un chiffre aussi que tout à l'heure on n'en a pas parlé, mais on a 25% de notre alimentation qui est aujourd'hui gaspillée, qui va à la poubelle, et notamment beaucoup dans les cantines. Donc ça fait partie aussi des préoccupations de l'ensemble de la filière et de ce marché. Et donc ce que je voulais aussi évoquer, c'est que cette évolution va se faire dans les habitudes. Et les études qu'on a dernièrement, c'est que les jeunes de 18-25 ans sont les plus sensibilisés aujourd'hui à ce problème de biodiversité, de réchauffement climatique, parce que c'est des sujets auxquels ils vont être confrontés peut-être plus que notre génération, et qui est sensible à cette problématique agricole, de transformation aussi agroalimentaire et d'alimentation en consommant des produits plus responsables, meilleur équilibre entre le carné, le végétal, etc., découvrir d'autres possibilités de s'alimenter.
Et ça, c'est un travail en profondeur qu'on doit mener entre le monde agricole, le monde de l'industrie agroalimentaire et le consommateur. Il y a beaucoup de pédagogie, d'information, d'éducation à faire. Et mon grand regret, c'est qu'au niveau même scolaire, il n'y a pas de programme scolaire sur l'alimentation, alors que c'est un élément très important pour l'humain. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, soigner son deuxième cerveau, son équilibre nutritionnel, ça on ne l'apprend pas dans les écoles non plus. Et par contre, on remet en place des jardins, et vous voyez, regardez les écoles qui ont fait cette expérience de mettre des jardins potagers pour apprendre à des enfants à semer une petite graine dans la terre et de voir son évolution faire pousser, et ben ces enfants ont plus d'attention justement à leur alimentation. C'est des systèmes pédagogiques qui existent sur nos territoires et qui sont à dupliquer et à changer nos habitudes alimentaires, comme d'autres habitudes de se comporter dans la consommation et notre déplacement et tout ce qui a été évoqué dans votre forum. La partie alimentaire est une partie très importante et on s'en est rendu compte pendant cette période de pandémie, quand il fallait s'alimenter, qu'il n'y avait plus rien dans les rayons et qu'il fallait faire des réserves. Donc ça fait partie, et là pendant cette période-là d'ailleurs, on s'est approprié le plaisir de cuisiner. Parce qu'on ne mangeait pas à l'extérieur. Tout à fait. Ce que donc il y a un moment de Stéphanie... partage dans la famille et ça a remis du dialogue. Au moment où on a posé les smartphones et on a appris à cuisiner, à se retrouver autour d'une cuisine. Non, mais il y a plein de choses qu'il faut tirer des enseignements de cette période qu'on vient de vivre. Et moi, je suis convaincu, sûr et certain, et puis n'importe comment, on n'aura pas le choix. Il faut modifier notre agriculture, notre façon de transformer, de fabriquer notre alimentation et notre façon de la consommer. Nathalie Erwan... et boire du bon vin. Non, mais du bon vin bio, hein, je précise bien, parce que là aussi... ça nous aurait étonné. Je suis viticulteur dans mes moments perdus aussi. Voilà. Non, on vous entend. Nathalie Erwan, le potager, on a l'impression que c'est un peu un phénomène de mode, hein, désolé de le dire comme ça. En vrai, ça peut apporter quoi dans tout ce qu'on vient de dire, de réapprendre aux enfants à quoi ressemble une carotte, et qu'elle n'est pas en rondelle, mais qu'elle est, elle est une forme longiligne. Le potager, c'est comme quand on va visiter l'élevage, on voit d'où ça vient, ce qui se passe, ça les remet dans le cercle de l'alimentation. Mais après, c'est vrai que c'est un petit peu à la mode et tout le monde veut son potager, mais les gens n'ont pas conscience qu'à la fois ça demande du temps, de la connaissance, de l'implication, et il y a un peu ce mythe avec l'agroécologie ou la permaculture, on s'imagine que ouais, c'est magique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça génial et à la mode, alors que ce sont des vieilles techniques paysannes utilisées depuis la nuit des temps, et en ce moment tout le monde trouve ça tellement bien, mais tout le monde a toujours avant cultivé comme ça il y a bien longtemps. Donc oui, il y a un peu cet effet de mode des potagers, mais quand les gens se retrouvent avec leur potager chez eux et qu'ils doivent s'en occuper, c'est plus pareil. C'est important du coup cet accompagnement-là aussi. Ouais, nous on fait beaucoup d'accompagnement et de transmission de savoir sur ces sujets-là. Ouais, D'accord. Est-ce que la transition alimentaire doit être un sujet, j'allais dire, de politique nationale, et ça ne l'est pas suffisamment? Mais carrément, hein. Déjà, c'est même pas ce qu'on a signé en 2015 aux accords de Paris. Vous le savez ? Bon, ben voilà, vous êtes au même niveau que tout le monde. Nos gouvernements, non, mais c'est le fait. Nos gouvernements, en 2015, ont signé pour la neutralité carbone et pour une consommation individuelle de 2 tonnes de CO2 par an. Qui c'est qui comprend ce que ça veut dire? D'où on part? On est à 11 tonnes 8 actuellement, chaque Français. Et là, on a signé pour être à 2 tonnes, tout compris, hein, c'est-à-dire à se loger, se chauffer, manger, se soigner, tout ça. Donc ça veut dire qu'en termes d'alimentation, ça voudrait dire 600 kg de budget CO2 par an et par personne. Et concrètement dans l'assiette, qui comprend ce que ça fait? Concrètement, hein, personne. C'est pour ça que là, je suis en train de créer un magazine avec des défis locavores, hein, pour qu'on se rende compte ce que ça représente. Donc je lance l'émission Mangeons local. Et sur la base de mes défis locavores, je viens manger local chez vous, qui consiste à faire passer à la casserole des territoires, des institutions, agglo, métropole et des gens. On fait passer des gens à la casserole et des institutions. On plante la pointe du compas dans l'assiette et on trace un rayon de 51 km à vol d'oiseau. Donc c'est pour relever le défi de réaliser un repas de fête local, chic et pas cher. C'est-à-dire qu'avec les contraintes qui ont toujours existé avant que l'on exploite ces énergies faciles, qui nous ont justement fait oublier le territoire, la géographie et le temps,
C'est faire avec ce qu'on a et voir de quoi on est capable. C'est faire un stress test sur un territoire le temps d'un repas. Cartographier ce qu'on a, cartographier ce qu'on n'a pas, et entre les deux, c'est le chemin de l'adaptation. Et également, avec le bilan carbone et la contrainte financière, à moins de 9,50 € par personne. Et moi, j'arrive avec le pinard, justement. Bio, local. C'est bon, à Nice, on a Voilà. du vin de Belay. On a Oui. du pinard, donc Voilà, ça va. je l'ai acheté hier d'ailleurs et j'ai mangé local. D'ailleurs, la chargée de mission du projet alimentaire territorial a très bien relevé le défi hier en mode privé parce qu'habituellement, ce sont les journalistes qui viennent vérifier la bonne exécution du cahier des charges. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que derrière, il y a quand même du sérieux. C'est que on doit passer par le jeu et par du concret. C'est comme les petits débrouillards, c'est faire pour comprendre, pour agir. Si on ne part pas du concret, on ne peut pas comprendre tout le chemin qu'il y a par rapport à tout ce qu'on dit qu'il faudrait faire à 2050. Donc en fait, on fait justement le joint avec est-ce que manger local coûte plus cher? Non, c'est faux, à condition de cuisiner. Donc en cuisinant, c'est moins cher. Et en même temps, on se rend compte que pour 600 kilos de budget CO2 par an et par personne, pour 2050, ça veut dire 1,5 kg le menu de fête, et vous verrez qu'il n'y a pas trop de côtes de bœuf au milieu. Et on n'a pas prononcé une seule fois le mot écologie. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire travailler les éleveurs, c'est pas ça. Mais c'est qu'il faut garder la bonne viande de qualité pour les bonnes occasions, mais en même temps, au quotidien, on fait travailler les agriculteurs qui produisent des lentilles, des pois chiches ou autres. C'est pas mettre à bas une filière, au contraire. C'est comme la question des menus végétariens, notamment de M. Collomb à Lyon, qui un menu végétarien par semaine, mais en fait, ça favorise au final, si c'est bien mis en place, qui? Les éleveurs français, puisqu'actuellement, ce sont les éleveurs allemands qui vendent leur viande de réforme que les Lyonnais, jusque-là, quelque part, mangeaient. Or, en remplaçant cette viande-là par des productions des lentilles du Puy, par exemple, très concrètement, on fait travailler les producteurs français et la bonne viande arrive après la bonne viande française. Donc là aussi, ça fait partie de la transition, débunker les mythes. Et je pense que des réunions comme aujourd'hui, c'est très bien parce que je sens qu'il y a quand même quelques mondes qui se mélangent et ils ne se parlent pas assez. Donc je pense qu'à travers le jeu et des réunions comme ça, et en parlant porte-monnaie et sécurité, là on pourra mettre d'accord tout le monde. Concrètement, vous parlez de porte-monnaie des autres. Nous cherchons des investisseurs, des industriels pour justement travailler, transformer nos viandes dans le domaine de la surgélation, parce que le lissage de nos produits... Actuellement, la plupart des viandes qui sont produites en France, elles sont vendues en frais. Et ce que disait monsieur, encore une fois, est impeccable. Vous allez devenir copains. Il faut cuisiner et il faut effectivement... ça veut dire qu'il y a derrière une industrie qui va transformer nos viandes et nous, ça va faciliter effectivement... Vous savez, 80% de nos agneaux pourraient partir, même 100% à Pâques. Mais moi, je ne suis pas du tout pour ça, parce que la valorisation de mes agneaux et notre fierté, ma femme et moi, c'est qu'on les nourrit quand même majoritairement avec de l'herbe. 85-90% de la nourriture de nos agneaux, c'est de l'herbe. Donc, ce qu'on appelle les luttes naturelles, excusez-moi, je parle un peu de sexualité ovine, ça se passe quand même au mois de septembre-octobre, et on est évidemment en bio, on ne peut pas et on ne veut pas déranger tout ça. Et donc nos agneaux à Pâques, souvent, ils sont pas prêts. Et puis ils ont pas, c'est pas à Noël qu'on leur fait bouffer de la bonne herbe sous la neige. Donc on essaye de faire des modes d'engraissement un peu plus longs. Et voilà, donc la transformation des viandes, c'est aussi pour ça que je suis là. Je fais appel à des gens qui pourraient avoir, et en plus qui pourraient sans doute gagner un petit peu de sous en travaillant sur le sujet. Voilà. Toutes les cartes sont là. Je voudrais juste que Didier Preul réponde à la dernière question. La transition alimentaire comme un sujet de politique nationale. Quand on est président de Synabio, on a quoi comme poids pour faire entendre cette bonne parole ? Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je pense que c'est important de faire des choses. Moi, je
en relation avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique, et on est en train de créer une structure qui s'appelle la Maison de la Bio, qui rassemble l'ensemble de la filière bio pour faire évoluer justement les cultures, les mentalités et notre système agroalimentaire. Mais on le voit, il va venir par quoi? Par le consommateur. Je l'évoquais tout à l'heure, on a de plus en plus de demandes. Ce marché, pour il a évolué avec la demande a évolué. Je crois que le consommateur est de plus en plus documenté avec tous les moyens d'accès qu'on a aujourd'hui sur cette responsabilité en achetant, en consommant, en mangeant. C'est un moyen de vote aussi de dire je veux ce type de produit et plus ce type de produit qui vient des quatre coins de la planète. Et puis en faisant comprendre que aussi avec une agriculture riche et diversifiée, une alimentation diversifiée, la valeur ajoutée sur notre territoire national amène à l'économie et même à des PME, des petites entreprises sur tout le territoire national, une visibilité à moyen long terme pour développer et j'ai dit même l'agrotourisme, j'y crois beaucoup dans notre territoire, dans notre pays. Si on n'a pas d'agriculteurs pour entretenir les paysages qui sont rémunérés correctement, les éleveurs en font partie, et des éleveurs de moutons aussi, et ça contribue à tout un écosystème économique responsable. Il n'y a pas de mystère un bout de moment. Il va falloir qu'on y aille, qu'on le veuille ou pas, dans la décennie qui vient. Et, il faut réformer notre système agroalimentaire, notre façon de consommer et notre système agricole. On le voit bien, hein, les techniques ont évolué ces dernières années. Ça fait 30 ans que je suis dans ce métier et je sens l'évolution de plus en plus, la maturité s'est gagnée et de plus en plus d'écoute. Mais il faut qu'on travaille encore sur même on parle beaucoup d'éco-score en ce moment et de Yuka, et on est en train de travailler sur une méthode qui s'appelle Planet Score qui prend en considération justement tous ces effets d'entrants qui polluent notre environnement et qui ont un coût et qui ne faussent les résultats sur ces scores qui vont avoir lieu sur nos étiquettes, nos emballages, qui vont permettre de mettre en avant en fait tout le travail qui est fait sur cette filière bio de la part de l'agriculteur, du transformateur, et les consommateurs auront une plus grande visibilité sur la réalité du produit, ce qu'il a engendré en coût carbone, ce qu'il aura engendré en coût de pollution pour les nappes phréatiques et pour l'eau, ce qu'on j'appelle tout à l'heure les coûts masqués de production et qu'on devienne à la pour qu'on ait une consommation plus responsable. Et juste un petit clin d'œil à l'éleveur, s'il veut me laisser ses coordonnées, si j'ai des moyens pour l'aider à allier à ce surcroît de production à un moment donné pour faire du surgelé et faire même peut-être de la transformation, c'est avec grand plaisir que je pourrais l'aider dans les réseaux que l'on a au niveau national. On fera ça, on va vous mettre en relation l'un avec l'autre. Merci en tout cas pour cette table ronde très intéressante. Et c'est un sujet dont je pense on pourra reparler sans doute l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci. Parce qu'on va rester un peu sur la fin, bio. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Avec plaisir. On vient de terminer une table ronde pour parler de la transition alimentaire et on va peut-être mettre quelques pastilles inspirantes. Et on va commencer avec Jan Cullen qui est le Chief Executive de Zero Waste Scotland et qui est en Zoom et que l'on va écouter pour nous inspirer sur la transition alimentaire. Thank you for the opportunity to speak to you today. I'm sorry I can't be with you in person. I will aim to speak slowly to make it easy for the translators. So what I'd like to talk about is what's happening in Scotland with regard to food waste and reducing the impact of food consumption. I clearly understand that food waste is a global problem with serious environmental, economic and social implications. We all know that a third of all food is wasted, costs the global economy nearly $1 trillion, and it causes 8% of global greenhouse emissions, as well as wasting about a third of the water that's used in agriculture. What about Scotland? So, first of all, Zero Waste Scotland exists to lead Scotland to use products and resources responsibly. We are fully funded by the Scottish Government. We deliver on Scottish national targets for policies such as the circular economy and resource efficiency.
We've been a pioneer in raising awareness of the need to tackle food waste, leading on campaigning, consumer campaigns over the last decade, and we've supported the development of research and behaviours, barriers and economic opportunities. We've rolled out food waste collection and recycling collections to over 80% of households across Scotland, and we've invested in anaerobic digestion and compost plants to maximise the value from this organic waste. But each year in Scotland, we waste over 1 million tonnes of food and drink across all of our system. Around 60% of that is in households, and it costs about £1 billion in total, which is about £470 per year for every household in Scotland. Après, il y a le deuxième Zoom. Oh, am I still there? Shall I keep going? Yes, Oh, sorry. we These are listen large to you. numbers. And clearly we've woken up to the impacts of plastic over the last few years, but few people understand in terms of household waste, our food waste is actually over 3 times the climatic impact than our plastics that we throw away. So tackling food waste, certainly at household level and through the supply chain, is absolutely critical to us addressing the climate crisis. And we have seen progress. We've seen a reduction of about 6% from 2009 to 2014, but on the back of that, our Scottish Government declared a new target, a 33% reduction target by 2025, as a stepping stone to the global target of 50% reduction by 2030. And we helped develop a reduction plan to make sure that we can address that. Now, the action plan isn't just about hitting the targets. It's definitely a starting point to address the more fundamental issues of our attitudes to food waste and the wider role food production and consumption can play in tackling climate change. So the plan is obviously very much focused on improved monitoring and reporting of food loss and food waste. Clearly is a massive part about public engagement around this and communication with individual householders. There's leadership in terms of the industry, focus on that to embed skills that are required to reduce food waste, and there's support to individual businesses and companies to implement measures to reduce their food waste loss, as well as funding from ourselves in terms of supporting innovation to go further and to make a greater impact, both individually and collectively. So we obviously work with consumers and communities across Scotland. We work in schools. As I said, we work directly with businesses, producers, hospitality industry, and with the public sector, particularly our health service. And we obviously have a platform to distribute surplus food, particularly that has been prevalent during the COVID crisis. In terms of innovation, we've been working with specific companies who are looking to extract increased value from food waste and residues. And that's biofuels from the whisky byproducts or organic fertiliser from spent coffee grounds. I think the scale of those opportunities from this bioeconomy are hugely significant, and that has led us to consider how we can impact and enhance the local food systems in Scotland for the better. We've looked at pioneering insect farming, which we can turn, we can turn our food into sustainable protein feed for fish farms. As much of our protein feed actually comes from soya grown in places like Brazil. We're all very much aware of the impact those agricultural practices are having on key habitats. So growing our own is clearly going to be much more sustainable, not just for Scotland, but also for the planet. Another approach we're looking at is vertical farming, definitely a glimpse into the future. Again, lots of climate benefits in terms of reduced water and energy use, plus the transportation impacts and the creation of more resilient local supply chains for local production and consumption. We think there's surely a real opportunity to use our action on food waste to reconnect people back to the soil, whether that's through the issue of climate, human health, or simply local community, to really build momentum to build a better, more sustainable food production and consumption system. All of this emphasises the need to change the way we produce and consume food if we're going to meet our net zero targets
and end the climate crisis. Providing a sufficient and sustainable supply of protein is vital to support a healthy human population, a healthy economy, and a healthy planet. It's vital to meeting key targets on cutting carbon emissions to end the climate crisis and to achieving and maintaining food security and financial security alike to assure the future prosperity of domestic food networks and the communities which rely on them to survive and thrive. Key stakeholders and governments and local authorities across Europe and beyond have been developing a diverse range of strategic sustainable protein plans and aimed at meeting those interlinked needs. So we've been looking at those. I would recommend you looking at a report on our website which reviews all of those international strategies and where applicable the impact they are having to date. They all have similar things in common despite the different places of origin. They all focused on increasing domestic protein production, legislative and regulatory reform to reshape the system, funding support and that bioeconomy focus that I've already mentioned. Merci Yann, on va peut-être laisser la place à la deuxième keynote. On va écouter toujours à distance Ratan Lal qui a obtenu le World Food Prize 2020. S'il est connecté, c'est bien. Non. Bon, Laurent Pierremont, on va passer à vous alors. Volontiers. Vous avez 2 minutes. Ah, on va écouter Ratan et après on reprend la parole avec vous. Bonjour. On vous écoute pour votre keynote inspirante. Inspirez-nous. Ah. Si. I don't understand French. Did you want me to speak now? Is that what you're Yes, saying? you can speak now. Okay, thank you so much for the opportunity to talk to you. I'll be very brief. I want to mention that the... You have 1 minute. 1 minute? Yeah. Thank you for the opportunity. Soil health, on which depend the health of plants, animals, people, environment, and the planetary processes, is very critical to human well-being. Unfortunately, in the UN Food System Summit Secretary General's report, the word soil health has not been mentioned explicitly. I am trying to hope that Soil Health Coalition at a global scale will be implemented and a systematic program adopted on restoration, management, improvement of soil health. Thank you so much. Yeah. Thank you very much. 1 minute. Ça a été plus rapide qu'1 minute. Merci Ratan. Laurent Pierremont, à vous. Donc 2 minutes, hein, vous essayez de tenir le timing. Donc vous représentez le Printemps des Terres, Nathalie. Je vous laisse inspirer. C'est par là. Merci. Bon, on a parlé de neutralité écologique et pour que l'humanité atteigne la neutralité écologique, il ne suffira pas de réduire les émissions, de substituer les énergies, d'arrêter de détruire les écosystèmes. Il faudra des actions positives, des actions d'impact positif. Et si on veut des impacts positifs, il faudra agir sur les terres, parce que c'est là que ça se passe en matière de biodiversité et de carbone. Pour séquestrer du carbone, pour préserver la biodiversité, il y a un certain nombre de techniques qui sont connues, mais qu'il faut financer. Donc restaurer un écosystème favorable à l'outarde canepetière, augmenter le taux de matière organique du sol, planter des arbres, des haies, etc. Bon. On connaît à peu près les solutions, mais il faut les financer. C'est la raison d'être du Printemps des Terres. Nous sommes un investisseur dans la transition écologique des forêts et de l'agriculture. En 2 mots, si j'en ai quelques secondes encore, le modèle économique et le modèle, ce que nous proposons à nos partenaires est le suivant. Nous identifions des agriculteurs ayant des projets écologiques sur un territoire donné et qui n'ont pas l'argent pour acheter la terre support du projet. Nous achetons cette terre, nous la leur louons dans le cadre des baux ruraux, nous leur donnons le droit irrévocable de racheter cette terre dès qu'ils le peuvent, évidemment, et nous finançons la totalité des investissements écologiques permettant de générer de la séquestration de carbone, de l'amélioration de biodiversité, et nous vendons les services environnementaux ainsi générés.
Et vis-à-vis des investisseurs, cela nous permet d'ajouter une base de revenus très sûrs, qui sont les revenus forestiers traditionnels, le bois et les revenus agricoles, le loyer, le fermage, et les revenus issus de la vente de crédits carbone ou d'actions positives de restauration de la biodiversité ou d'actions positives de séquestration du carbone, qui nous permet d'atteindre des TRI satisfaisants, des taux de rentabilité interne, pour parler dans les termes des investisseurs, satisfaisants. Voilà, donc le Printemps des Terres, c'est un petit outil, une initiative, on espère un petit outil qui deviendra grand, qui permettra d'apporter une réponse à cette question de la nécessaire action positive pour séquestrer du carbone et pour restaurer la biodiversité sur le terrain. Merci Laurent Pierremont, merci à nos intervenants pour les keynotes inspirantes. Je cède la place à une prochaine table ronde sur la souveraineté industrielle. Merci.